Le millionnaire a payé 100 000 € à une femme de ménage pour garder un secret, mais ce qu'elle a fait. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Constance Dubois n'aurait jamais imaginé qu'une simple annonce d'emploi changerait sa vie à jamais. À 42 ans, habitante du quartier modeste de Belleville, dans la périphérie de Paris, elle affrontait quotidiennement la dure bataille d'être mère célibataire, subvenant aux besoins de sa fille Delphine, 25 ans, qui souffrait d'une maladie génétique rare. Les murs écaillés de son petit appartement témoignaient de la lutte quotidienne de cette femme qui, malgré toutes les adversités, gardait le sourire et l'espoir au cœur. Ce mardi matin-là, le ciel parisien était couvert d'une épaisse couche de nuages, comme s'il pressentait les changements à venir. Constance, ou simplement Connie, comme l'appelèrent ses voisins, préparait un café simple tout en feuilletant le journal à la recherche de nouvelles opportunités d'emploi. Ces derniers mois, les petits boulots de ménage avaient considérablement diminué et les factures s'accumulèrent sur la table de la cuisine comme les cartes d'un jeu qui s'obstinait à lui donner une mauvaise main. « Maman, as-tu pris ton médicament ?» La voix de Delphine venait faiblement de la chambre qu'elle partageait. Le syndrome d'Alpert Dupont, comme l'avaient baptisé les médecins en hommage aux chercheurs qui l'avaient identifié et à la première famille française diagnostiquée, était une condition dégénérative qui affectait les nerfs périphériques et compromettait progressivement la mobilité. « Oui, ma chérie. Tu veux un café ?» répondit Connie, essayant de cacher l'inquiétude dans sa voix. Le dernier flacon du médicament expérimental qui maintenait les symptômes de Delphine sous contrôle était presque vide, et sans la mutuelle qu'elle avait perdue quand elle avait été licenciée de l'usine de cosmétiques, le traitement était devenu un luxe inaccessible. Ses yeux fatigués se posèrent sur une annonce en évidence dans la section des petites annonces. Recherche femme de ménage pour manoir à Neuilly-sur-Seine. Expérience et discrétion exigées. Salaire supérieur à la moyenne du marché. Personnes intéressées appelées. Connie sentit son cœur s'accélérer. Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus huppés de Paris, représentait un monde complètement différent du sien. Un monde de manoirs imposants, de voitures de luxe et de personnes qui n'avaient pas besoin de compter les centimes pour arriver à la fin du mois. L'opportunité semblait envoyée par le destin. « Qui ne tente rien n'a rien », murmura-t-elle pour elle-même, prenant son vieux téléphone portable et composant le numéro indiqué. 3 jours plus tard, Connie montait la pente imposante de la rue de Grèce, l'une des plus exclusives de Neuilly-sur-Seine. L'adresse qu'elle avait reçue appartenait à l'un des manoirs les plus impressionnants qu'elle ait jamais vus, même si ce n'était que dans des feuilletons ou des magazines. Les hauts murs, le jardin impeccablement entretenu et le système de sécurité intimidant la faisaient se sentir encore plus petite qu'elle ne l'était déjà avec son mètre 55. « Non ?» demanda le garde à travers l'interphone, d'une voix qui semblait méfiante rien qu'en la voyant là. « Constance Dubois. J'ai rendez-vous avec monsieur Richard Mercier. » Le portail glissa silencieusement, permettant son entrée. Connie ajusta le seul ensemble de vêtements qu'elle réservait pour les occasions spéciales. Une jupe bleu marine qui avait connu des jours meilleurs et un chemisier blanc simple, et marcha à travers le vaste jardin jusqu'à l'entrée principale de la maison. Elle fut accueillie par une femme d'âge moyen, vêtue d'un uniforme impeccablement repassé, qui se présenta comme Régine, la gouvernante. Ses yeux parcoururent Connie de haut en bas, évaluant chaque détail. « Monsieur Mercier est en téléconférence en ce moment, mais il m'a demandé de conduire l'entretien initial. Suivez-moi, » dit Régine, la guidant à travers un hall d'entrée, impressionnant décoré d'œuvres d'art qui valait certainement plus que tout ce que Connie possédait. L'entretien fut rigoureux. Régine l'interrogea sur ses expériences antérieures, ses connaissances spécifiques du nettoyage pour différentes surfaces, sa disponibilité et surtout sur sa discrétion. Monsieur Mercier attache beaucoup d'importance à sa vie privée. Tout ce qui est vu ou entendu dans cette maison doit rester entre ses murs. Comprenez-vous l'importance de cela ? Insista Régine avec un regard pénétrant. Oui, madame. J'ai toujours été très discrète, répondit Connie, sentant qu'il y avait quelque chose de plus dans cette exigence de discrétion que la simple préoccupation naturelle d'une personne riche. Après presque 1 heure de questions, Régine sembla satisfaite. « Attendez ici, monsieur Mercier souhaite rencontrer personnellement
Les candidats finalistes. Seul dans l'imposant salon, Connie se sentit déplacée parmi les meubles design et les objets qui semblaient sortis d'un musée. Un portrait en particulier attira son attention. Un homme d'environ 55 ans, aux cheveux grisonnants bien coupés et au regard pénétrant, à côté d'une femme élégante et d'un jeune homme qui semblait avoir un peu plus de 20 ans. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans ces visages, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir. « Vous admirez ma famille ?» La voix grave la fit sursauter. En se retournant rapidement, Connie se retrouva face à face avec l'homme du portrait. En personne, Richard Mercier était encore plus imposant. Grand de stature athlétique malgré son âge, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus que 6 mois de son loyer. « Excusez-moi, je... »« Ne vous excusez pas, » interrompit-il, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est une belle photo, n'est-ce pas? Elle a été prise avant que tout ne change. » Il y avait une mélancolie dans ses paroles qui éveilla la curiosité de Connie, mais elle savait qu'elle n'était pas là pour poser des questions. « Régine m'a donné de bonnes références à votre sujet, » continua-t-il, s'asseyant dans un fauteuil et lui indiquant de faire de même. « Dites-moi, Constance, puis-je vous appeler ainsi? »« Vous pouvez m'appeler Connie, monsieur. Tout le monde m'appelle comme ça. »« Connie, » répéta-t-il comme s'il testait le nom. « Pourquoi voulez-vous travailler ici, Connie ?» La question la prit par surprise. Elle ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi direct. Pendant un moment, elle pensa élaborer une réponse plus sophistiquée, quelque chose qui sonnerait bien aux oreilles d'un homme comme lui. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Richard Mercier qui la fit opter pour la sincérité. « J'ai besoin d'argent, monsieur. Ma fille est malade et les traitements sont coûteux. » Un éclair d'intérêt traversa le regard de Richard. « Quel type de maladie ? » Alpert Dupont. C'est une condition rare qui affecte les nerfs. Peu de médecins la connaissent et le traitement expérimental est très cher. Le visage de Richard pâlit légèrement et il se repositionna dans son fauteuil visiblement perturbé. « Quel âge a votre fille ? » « 25 ans, monsieur. » Il resta silencieux pendant quelques instants, ses yeux fixés sur un point au-delà d'elle, comme s'il était plongé dans des pensées lointaines. « Vous êtes engagé, » dit-il finalement, se levant brusquement. « Régine vous expliquera les détails. Vous pouvez commencer demain. » Avant que Connie ne puisse remercier convenablement, il avait déjà quitté la pièce, la laissant confuse face à ce changement soudain de comportement. Qu'y avait-il dans cette conversation qui l'avait tant affecté? Dans le bus bondé qui la ramenait à Belleville, Connie ne pouvait s'empêcher de penser à cette étrange rencontre. Le salaire offert était presque 3 fois supérieur à ce qu'elle recevait dans ses emplois précédents. Une bénédiction qui arrivait à un moment critique. Mais il y avait quelque chose dans la réaction de Richard Mercier en entendant parler de la maladie de Delphine qui l'intriguait. « J'ai réussi, ma fille. Je commence demain, » annonça-t-elle en entrant dans le petit appartement où Delphine l'attendait anxieusement. Le sourire de sa fille illumina la pièce simple, donnant momentanément l'impression que tout irait bien. Mais en préparant le simple dîner de ce soir-là, Connie n'arrivait pas à se défaire de l'impression qu'il y avait beaucoup plus dans cet emploi qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le destin avait mis Richard Mercier sur son chemin pour une raison, et quelque chose lui disait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le manoir Mercier se révélait chaque jour comme un labyrinthe de mystères pour Connie. Après 2 semaines à travailler dans cet endroit, elle s'était déjà habituée à la routine et aux couloirs interminables qui semblaient garder des secrets à chaque coin. Régine, la gouvernante, lui avait donné des instructions précises sur les pièces qu'elle devait nettoyer, et plus important encore, sur celles qui étaient strictement interdites. Le bureau de M. Mercier et le laboratoire au sous-sol sont des zones restreintes, avait souligné Régine le premier jour. Il s'occupe lui-même du nettoyage de ces espaces. Même moi, je n'ai pas la permission d'y entrer. La mention d'un laboratoire privé avait éveillé la curiosité de Connie, mais elle savait que son travail et le bien-être de Delphine dépendaient de sa discrétion. Le salaire généreux lui avait déjà permis d'acheter le médicament dont sa fille avait besoin, apportant un soulagement temporaire à sa plus grande préoccupation. Ce vendredi matin, Connie arriva plus tôt que d'habitude. Richard Mercier était parti pour un voyage d'affaires à Lyon, et Régine en avait profité pour rendre visite à sa sœur malade à Versailles. La maison était exceptionnellement silencieuse, permettant à Connie d'entendre même le tic-tac de la vieille horloge dans le hall d'entrée.
Pendant qu'elle dépoussiérait les livres dans la bibliothèque, sa pièce préférée de la maison, elle se permit d'admirer une fois de plus les photographies encadrées au-dessus de la cheminée. La même famille que sur le portrait du salon. Richard, l'élégante épouse et le fils. Sur quelques photos plus anciennes, il y avait aussi une fillette aux grands yeux et au sourire timide. « La famille parfaite », murmura-t-elle pour elle-même, passant délicatement le plumeau sur les cadres en argent. « Les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas ?» La voix soudaine fit presque tomber à Connie l'un des cadres. En se retournant rapidement, elle se retrouva face à un jeune homme d'environ 30 ans, adossé au chambranle de la porte, avec une expression entre l'amusement et l'amertume. « Excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un dans la maison, » balbutia Connie, gênée d'avoir été surprise à parler toute seule. « Thomas Mercier » se présenta-t-il, avançant dans la bibliothèque avec l'aisance de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de cet espace. « Fils de l'illustre Richard Mercier, et vous devez être la nouvelle femme de ménage dont Régine a parlé. »« Constance Dubois, mais vous pouvez m'appeler Connie, » répondit-elle, remarquant qu'en personne, le jeune homme semblait bien différent. Des photographies. Il y avait de profondes cernes sous ses yeux et une tension évidente dans ses épaules. « Alors, Connie, vous aimez travailler pour le grand entrepreneur? Avez-vous déjà découvert des cadavres dans le placard ?» demanda-t-il, avec un sourire ironique, se servant une généreuse dose de whisky d'une bouteille posée sur une table latérale. « Pardon? C'est juste une expression, » haussa-t-il les épaules, buvant une grande gorgée. « Nous avons tous nos secrets, n'est-ce pas? Certains sont juste plus élaborés que d'autres. » Il y avait quelque chose dans le ton de Thomas qui mettait Connie mal à l'aise. Une amertume qui semblait déborder à chaque mot. « Si vous me permettez, je dois continuer mon travail, » dit-elle, essayant de mettre fin à cette étrange conversation. « Bien sûr, répondit Thomas, gesticulant de façon théâtrale. « Je ne veux pas perturber le maintien de la façade parfaite de la famille Mercier. D'ailleurs, mon père vous a-t-il parlé de la fondation ?»« La fondation ?»« La fondation Mercier pour la recherche génétique, » expliqua-t-il, avec une étrange lueur dans le regard. « Le grand projet philanthropique de la famille. Du moins, c'est ce que disent les journaux. » Avant que Connie ne puisse répondre, le téléphone portable de Thomas sonna. Il regarda l'écran avec déplaisir et, après une dernière gorgée qui vida le verre, se dirigea vers la porte. « Ce fut un plaisir, Connie. Je suis sûr que nous nous reverrons. Cette maison a l'habitude d'unir les gens des façons les plus inattendues. » Avec ces paroles énigmatiques, il disparut dans les couloirs, laissant Connie encore plus intriguée par la famille pour laquelle elle travaillait. Après avoir terminé le nettoyage de la bibliothèque, Connie se dirigea vers l'aile est du manoir où se trouvaient les chambres d'hôtes. Elle avait rarement besoin de nettoyer cette zone, car la famille recevait presque jamais de visites. Mais Régine avait mentionné qu'un important médecin de Marseille y séjournerait la semaine prochaine. En arrangeant les draps en coton égyptien, sur le lit de la chambre principale d'hôtes, Connie remarqua un dossier qui était partiellement tombé derrière la tête de lit. Probablement oublié par un invité précédent, pensa-t-elle. En le ramassant, elle ne put s'empêcher de remarquer le titre imprimé sur la couverture. Projet Renaissance, phase 2, résultats préliminaires. Son intention initiale était simplement de garder le dossier pour le remettre ultérieurement à Régine, mais un nom dans le sous-titre attira son attention. Application thérapeutique pour le syndrome d'Alpert-Dupont. Le cœur de Connie s'accéléra. C'était la maladie de Delphine, la rare condition qui consumait non seulement la santé de sa fille, mais aussi toutes ses ressources financières. Sans réfléchir à deux fois, elle ouvrit le dossier. Les pages étaient remplies de termes médicaux complexes et de graphiques qu'elle comprenait à peine, mais certaines phrases sautaient aux yeux. Résultats prometteurs, régression des symptômes dans 78% des cas, guérison possible au stade précoce. Une guérison? Serait-ce possible? Dans les dernières pages, il y avait une liste de patients identifiés uniquement par des codes, avec leurs antécédents médicaux respectifs et les résultats du traitement. L'un d'eux attira son attention. Patient JD25F75, rémission complète des symptômes après 3 cycles de traitement. JD, 25 ans, femme, Paris, 75. Les coïncidences étaient trop nombreuses pour être ignorées. Serait-il possible que cette recherche ait un rapport avec Delphine?
Le bruit d'une voiture se garant à l'entrée du manoir interrompit ses pensées. Rapidement, Connie photographia quelques pages avec son téléphone portable et remit le dossier exactement où elle l'avait trouvé. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sauter hors de sa poitrine. « Connie, vous êtes là-haut » La voix de Régine résonna dans le couloir. « Je termine de préparer la chambre d'hôte » répondit-elle, essayant de garder une voix ferme. Quand elle descendit les escaliers quelques minutes plus tard, elle trouva non seulement Régine, mais aussi Richard Mercier, qui était apparemment revenu plus tôt de son voyage à Lyon. « Ah, Connie, dit-il en la voyant, justement la personne que je cherchais. Pourriez-vous venir dans mon bureau dans 5 minutes? J'ai un sujet important à discuter avec vous. » Le ton sérieux et le regard pénétrant firent courir un frisson le long de la colonne vertébrale de Connie. Savait-il qu'elle avait fouiné dans le dossier, ou pire, les caméras de sécurité qu'elle savait présentes dans toute la maison, avaient-elles enregistré son moment de curiosité? « Bien sûr, monsieur, » répondit-elle, la bouche sèche. Tandis que Richard se dirigeait vers son bureau, Régine s'approcha avec une expression préoccupée. « S'est-il passé quelque chose pendant mon absence ?» demanda-t-elle à voix basse. « Non, rien de spécial. Juste monsieur Thomas qui est apparu plus tôt. » Régine fronça les sourcils. « Thomas était ici. C'est inhabituel. Il ne se parle plus depuis des mois. » Avant que Connie ne puisse en demander davantage sur le sujet, Régine s'éloigna, murmurant quelque chose à propos de préparer un café. Respirant profondément, Connie se dirigea vers le couloir menant au bureau interdit, son esprit bouillonnant de questions. En frappant légèrement à la porte en bois massif, la voix grave de Richard l'invita à entrer. Le bureau était exactement comme elle l'imaginait. Imposant, avec des étagères de livres du sol au plafond, un énorme bureau de travail et une vue privilégiée sur les jardins du manoir. Mais ce qui attira vraiment son attention furent les diplômes et certificats encadrés sur le mur derrière le bureau. Médecine à Paris, spécialisation en génétique à Harvard, prix d'innovation en recherche biomédicale, lut-elle silencieusement, impressionnée. « Impressionnée par mon curriculum, Connie ?» demanda Richard, indiquant une chaise en face de lui. « Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez médecin. »« Il y a beaucoup de choses sur moi que vous ne savez pas, » répondit-il avec un sourire énigmatique. « Mais cela peut changer aujourd'hui. » Richard ouvrit un tiroir et sortit une épaisse enveloppe, la posant sur le bureau entre eux. « J'ai observé votre travail ces dernières semaines, votre discrétion, votre dévouement, et surtout, j'ai observé comment vous regardez les photos de ma famille avec curiosité. » Connie sentit son sang se glacer. « Monsieur, je n'ai jamais. »« Ne vous inquiétez pas, interrompit-il d'un geste. Je ne vous accuse de rien. En fait, je suis sur le point de vous offrir quelque chose qui pourrait changer votre vie et celle de votre fille pour toujours. » Il poussa l'enveloppe vers elle. « Dans cette enveloppe, il y a 100 000 € en espèces. C'est à vous, sans question, sans condition. » Connie regarda l'enveloppe puis Richard, complètement abasourdi. « Je ne comprends pas. »« Il y a juste une chose que je demande en échange, » continua-t-il, se penchant en avant avec une intensité presque palpable. « Que vous gardiez un secret absolu sur quelque chose que je vais vous dire. Un secret que je porte depuis des décennies et qui, s'il était révélé, détruirait non seulement ma réputation, mais aussi l'avenir de nombreuses personnes qui dépendent de mon travail. » Le silence qui suivit était si dense que Connie pouvait entendre sa propre respiration accélérée. Elle regarda l'enveloppe, qui pourrait résoudre tous ses problèmes financiers, puis l'homme dont les yeux révélèrent maintenant une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Quel genre de secret pourrait valoir tant d'argent ?» demanda-t-elle finalement, sa voix presque un murmure. Richard se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et resta dos à elle, observant le jardin. Quand il parla enfin, sa voix semblait différente, presque comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Un secret sur moi, sur la Fondation Mercier et sur votre fille, Delphine. » L'enveloppe restait intacte sur le bureau en acajou, comme une entité vivante qui pulsait entre Connie et Richard. Elle sentait son cœur battre à la même fréquence, accéléré, tandis qu'elle essayait de comprendre pourquoi le nom de sa fille était sorti des lèvres de cet homme. « Comment connaissez-vous ma Delphine ?» demanda-t-elle finalement, sa voix tremblant légèrement. Richard se détourna de la fenêtre et retourna à son siège, ses yeux ne quittant jamais ceux de Connie. Il avait une expression dans ses yeux qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer complètement.
un mélange de culpabilité, de peur et étonnamment d'espoir. Connie, que savez-vous de l'histoire de votre famille, spécifiquement de vos grands-parents? Maternels. La question l'a pris au dépourvu. Qu'est-ce que ces grands-parents, des gens simples de la campagne normande, pouvaient avoir à voir avec un entrepreneur milliardaire parisien? Pas grand-chose, pour être honnête. Ma mère a été élevée par des oncles à Bordeaux après que mes grands-parents ont disparu. Pourquoi cette question? Richard ouvrit un tiroir et sortit une vieille photographie jaunie par le temps. Il la tendit à Connie qui la prit avec précaution. « Reconnaissez-vous quelqu'un » La photographie montrait un groupe de jeunes étudiants, tous vêtus de blouses, blanches, devant ce qui semblait être un bâtiment universitaire. Connie examina les visages un par un jusqu'à ce que son regard se fixe sur une jeune femme souriante à l'extrémité du groupe. « C'est ma grand-mère Antoinette. Mais comment? Deuxième rangée, troisième en partant de la droite. C'est moi, pointa Richard. Faculté de médecine de Paris, 1985. Votre grand-mère et moi étions camarades de promotion. » Connie regarda. À nouveau la photo, puis Richard, essayant de relier les points de cette révélation inattendue. « Je ne comprends pas. Ma grand-mère était sage-femme à la campagne en Normandie. Elle n'a jamais mentionné avoir étudié la médecine à Paris. Parce qu'elle n'a jamais terminé ses études, expliqua Richard, son regard se perdant momentanément dans des souvenirs lointains. Antoinette était brillante, peut-être l'esprit le plus prometteur de notre promotion. Nous étions en 3e année quand elle a rencontré votre grand-père, François Dupont, qui était technicien de laboratoire à la faculté. Ce fut le coup de foudre. Connie hocha lentement la tête. L'histoire de la romance de ses grands-parents était l'une des rares que sa mère avait l'habitude de raconter. Comment ils s'étaient rencontrés dans la capitale parisienne avant de s'installer à la campagne normande, à la recherche d'une vie plus simple. Quel rapport avec Delphine? Et tout ceci? Elle fit un geste vers l'enveloppe remplie d'argent. Richard respira profondément avant de continuer. Au dernier semestre, avant qu'Antoinette ne quitte la faculté, nous avons participé ensemble à une recherche pionnière sur les maladies génétiques rares. C'est là que nous avons identifié pour la première fois ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de syndrome d'Alpert-Dupont. « Attendez » interrompit Connie, la compréhension commençant enfin à se faire dans son esprit. « Dupont, le nom de la maladie. » Exactement. Le syndrome porte le nom de famille de votre grand-père, parce que c'est dans la lignée des Dupont que nous l'avons identifié pour la première fois. Votre grand-père François s'est porté volontaire pour les études initiales quand nous avons découvert qu'il portait le gène récessif responsable de la condition. Connie porta la main à sa bouche, abasourdi. Alors ce n'était pas une coïncidence que Delphine ait développé la maladie. C'est quelque chose qui vient de la famille de mon père, de la famille de vos 2 parents, corrigea Richard doucement. Le syndrome ne se manifeste que lorsque la personne hérite du gène des 2 parents. Votre mère était porteuse du gène qu'elle a hérité de François, tout comme vous. Et apparemment, le père de Delphine aussi. Les implications de cette révélation tombaient sur Connie comme une avalanche. Toute sa vie, elle avait cru que la maladie de Delphine avait été un cruel coup du destin, une terrible coïncidence. Maintenant, elle découvrait que c'était quelque chose qui coulait dans ses veines, un héritage génétique qu'elle avait, sans le savoir, transmis à sa fille. Pourquoi ma mère ne m'a jamais parlé de cela? Probablement parce qu'elle-même, elle ne le savait pas. Quand Antoinette et François ont quitté Paris, la recherche était encore à un stade initial. Ils ne comprenaient pas pleinement les implications de la condition génétique. Richard se leva à nouveau, cette fois se dirigeant vers une étagère remplie de dossiers méticuleusement organisés. Il en tira un et revint au bureau. Après le départ de vos grands-parents, j'ai poursuivi la recherche. J'ai consacré ma carrière à étudier et à trouver des traitements pour le syndrome. C'est ce qui a conduit à la création de la Fondation Mercier pour la recherche génétique. Il ouvrit le dossier révélant des décennies de notes, de graphiques et de rapports. Des décennies d'obstination scientifique concentrées sur une seule condition. « Pourquoi » demanda Connie, sa voix presque un murmure. « Pourquoi consacrer votre vie à étudier une maladie si rare ?» Le visage de Richard s'assombrit, comme si un nuage avait passé devant le soleil. « Parce que je suis aussi porteur du gène », révéla-t-il. Finalement, et ma fille, Sophie, a développé le syndrome.
Connie se souvint de la fillette sur les photographies plus anciennes, absente des plus récentes. Où est-elle maintenant? Richard détourna le regard, la douleur évidente dans chaque ligne de son visage. Sophie est au centre de traitement avancé de la Fondation, dans un état végétatif depuis 15 ans. Le traitement que nous avons développé est arrivé trop tard pour elle. Le silence qui suivit était chargé d'une tristesse palpable. Connie ressentit une profonde empathie pour cet homme qui, malgré toute sa richesse et son pouvoir, affrontait la même douleur qu'elle, l'impuissance face à la souffrance d'un enfant. « Monsieur Mercier, je ne comprends toujours pas. Quel rapport? Tout cela a-t-il avec l'argent et le secret que vous avez mentionné ?» Richard se redressa sur sa chaise, se recomposant. Il y a 6 mois, la Fondation Mercier a réalisé une avancée significative. Nous avons développé un traitement qui non seulement arrête la progression du syndrome, mais peut inverser les dommages déjà causés. Les yeux de Connie s'écarquillèrent. Une guérison? Presque. Les résultats préliminaires sont extrêmement prometteurs. 90% des patients à un stade précoce ou intermédiaire ont présenté une rémission significative des symptômes. Et Sophie? Encore trop tôt pour le dire. Son cas est extrêmement avancé. Mais pour la première fois en 15 ans, il y a de l'espoir. Connie sentit son cœur s'accélérer. Et Delphine, pourrait-elle recevoir ce traitement? C'est exactement ce que je propose, confirma Richard. Non seulement l'argent, mais une place pour Delphine dans le programme de traitement expérimental. C'était tout ce que Connie désirait le plus, une chance réelle de guérison pour sa fille. Alors pourquoi ressentait-elle un nœud à l'estomac? Une inquiétude qu'elle ne pouvait expliquer. Quel est le secret, monsieur Mercier? Qu'est-ce que vous voulez cacher qui vaut tant d'argent et ce traitement miraculeux? Richard se leva et marcha jusqu'à un tableau sur le mur. Il le déplaça, révélant un coffre-fort encastré. Après avoir composé une combinaison, il ouvrit la porte métallique et sortit un autre dossier plus vieux et plus épais que le précédent. Pour développer ce traitement, la Fondation a réalisé des tests dans des communautés vulnérables du sud du pays, principalement dans des populations isolées de la Haute-Loire et des bergers des Alpes. La révélation tomba comme une bombe. Des tests non autorisés sur des personnes qui n'ont pas consenti? Pas exactement, tenta d'expliquer Richard, bien que son ton trahisse un malaise évident. Il y a eu un consentement formel, mais les gens ne comprenaient pas totalement ce qu'ils acceptaient. Nous avons profité de leur vulnérabilité, de leur manque d'accès aux soins de santé de base. Connie cherchait ces mots, partagés entre l'indignation morale et l'espoir de guérison pour sa fille. Contraire à l'éthique? Oui. Illégal? À certains égards. Mais les résultats ont sauvé des vies, Connie, et ils continueront à en sauver, y compris celle de Delphine. Il pointa vers le dossier qu'il avait sorti du coffre-fort. Voici tous les registres, toute la documentation qui prouve ce que nous avons fait. Si cela devient public, la Fondation sera fermée, le traitement interrompu, et je ferai probablement face à des procès qui me mèneront à la ruine. Finalement, Connie comprit le poids de l'enveloppe sur le bureau. Vous voulez que je garde votre secret. Je veux que vous protégiez l'avenir de votre fille et de centaines d'autres patients qui dépendent de ce traitement, corrigea-t-il. L'argent est pour garantir votre discrétion, oui, mais aussi pour compenser des décennies d'exploitation de la vulnérabilité de familles comme la vôtre. Connie regarda à nouveau la photographie de sa grand-mère, l'enveloppe d'argent, les dossiers pleins de secrets éthiques et scientifiques. Son esprit était en ébullition. « J'ai besoin de réfléchir », dit-elle finalement en se levant. « C'est trop à digérer d'un coup. »« Je comprends », acquiesça Richard. « Mais ne tardez pas trop. Le prochain cycle de traitement commence dans 2 semaines et j'aimerais que Delphine en fasse partie. » Il prit l'enveloppe et la lui tendit. « Ceci est à vous, quelle que soit votre décision. Considérez-le comme une réparation tardive envers votre famille. » D'une main tremblante, Connie prit l'enveloppe, sentant son poids, pas seulement physique mais moral, dans ses mains. « Une dernière chose, » dit Richard alors qu'elle était déjà à la porte. « Thomas, mon fils, ne connaît pas l'étendue complète des méthodes de la Fondation, mais il a des soupçons. Il a des opinions fortes sur mon travail. Il serait prudent de garder vos distances avec lui. » Connie acquiesça silencieusement et sortit du bureau, l'enveloppe fermement serrée contre sa poitrine. En traversant les couloirs du manoir, elle sentait qu'elle portait non seulement une fortune en argent,
mais aussi le poids d'un secret qui pourrait à la fois sauver et détruire des vies. La simplicité de son existence était restée derrière elle. Maintenant, elle était irrémédiablement entrelacée dans la toile complexe des Mercier, où chaque fil tiré révélait de nouveaux secrets et des dilemmes encore plus profonds. Le petit appartement de Belleville n'avait jamais semblé si étroit pour Connie que, cette nuit-là, l'enveloppe contenant 100 000 € était cachée dans une boîte de flocons d'avoine dans le placard de la cuisine, le seul endroit qu'elle considérait assez sûr. Assise à table, avec une tasse de tisane à la camomille intacte devant, elle observait Delphine qui dormait sur le canapé-lit du salon. Le médicament expérimental que Richard avait fourni montrait déjà des résultats surprenants après seulement une semaine. La couleur était revenue au visage de Delphine, et pour la première fois depuis des mois, elle avait réussi à marcher dans le quartier sans aide. C'était comme un miracle construit sur des fondations discutables. « Que dois-je »« Ça faire ?» murmura Connie pour elle-même, passant les doigts sur le téléphone portable où elle avait sauvegardé les photos des documents trouvés dans la chambre d'hôte. Une notification clignotait sur l'écran. Un message de Thérèse, sa voisine et amie de longue date. « Connie, j'ai vu dans le journal quelque chose sur la Fondation Mercier. N'est-ce pas là où tu travailles? Il y a un lien vers un reportage. » Connie cliqua sur le lien, le cœur battant. L'article publié sur le site d'un journal indépendant avait un titre percutant « Fondation Mercier, philanthropie ou exploitation ». Une enquête révèle des pratiques douteuses dans des communautés vulnérables. Le reportage était signé Pierre Martin, un journaliste d'investigation spécialisé dans les dénonciations contre les grandes entreprises. Le texte présentait des preuves circonstancielles que la Fondation Mercier avait réalisé des tests dans des communautés rurales de la Haute-Loire, sans suivre tous les protocoles éthiques nécessaires. Les indices pointent vers une violation systématique des droits de ces populations, disait un passage. Des sources anonymes au sein de la Fondation confirment qu'il y a eu des pressions de la direction pour accélérer les résultats, même si cela signifiait contourner certaines exigences réglementaires. À la fin du reportage, il y avait un appel. Si vous avez des informations sur les pratiques de la Fondation Mercier, contactez-nous de manière confidentielle via l'email indiqué ci-dessous. Connie sentit un frisson parcourir son échine. Ce journaliste enquêtait exactement sur ce que Richard lui avait confessé. Et si elle le contactait? Et si elle partageait les photos des documents? Le conflit moral qui la consumait prit de nouvelles dimensions. D'un côté, il y avait la gratitude pour le traitement qui sauvait sa fille et l'argent qui pourrait transformer leur vie. De l'autre, la conscience que d'autres personnes pourraient avoir souffert pour que ce traitement soit développé. D'une peau pro, main tremblante, elle nota l'email du journaliste sur un bout de papier. Non pour l'utiliser immédiatement, mais pour avoir l'option, au cas où elle déciderait que c'était la bonne chose à faire. Le lendemain matin, en arrivant au manoir, Mercier, Connie remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Il y avait des voitures inconnues garées à l'entrée et un mouvement inhabituel de personnes bien habillées entrant et sortant du bureau de Richard. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Régine, qui semblait particulièrement tendue en organisant des plateaux de café et d'amuse-bouche. « Réunion d'urgence du conseil de la Fondation », répondit la gouvernante à voix basse. « Il semble que ce reportage ait eu plus d'impact que nous ne l'espérions. » « Reportage ? Vous n'avez pas vu ? C'est dans tous les journaux aujourd'hui. Un certain Pierre Martin soulevant des soupçons sur la Fondation. Le docteur Mercier est furieux. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit et plusieurs personnes sortirent précipitamment. Richard était parmi elles, avec une expression que Connie n'avait jamais vue auparavant, un mélange de colère et de peur. « Régine, annulez mes rendez-vous pour le reste de la semaine. Je serai au centre de recherche jusqu'à lundi, » ordonna-t-il, avant de remarquer la présence de Connie. Son regard se durcit. « Connie, j'ai besoin de vous parler, maintenant. » Le ton ne laissait pas place au refus. Connie le suivit jusqu'au bureau, sentant son estomac se nouer d'appréhension. Dès que la porte se ferma, Richard se tourna vers elle avec des yeux accusateurs. « Avez-vous parlé à quelqu'un de notre conversation ?»« Non, bien sûr que non. Qu'est monsieur ? Vous êtes sûr ?
parce que c'est une sacrée coïncidence que ce reportage surgisse juste après que je vous ai tout révélé. Je vous jure que je n'ai rien dit à personne, affirma Connie, gardant la voix ferme malgré la peur. J'ai vu le reportage hier soir, mais il était déjà publié quand je l'ai lu. Richard étudia son visage pendant quelques secondes, comme s'il cherchait des signes de mensonge. Finalement, son expression s'adoucit un peu. « Pardonnez-moi, Connie, je suis sous beaucoup de pression. Ce journaliste, Pierre Martin, a déjà essayé de faire tomber la fondation auparavant. Il a des problèmes personnels avec moi. » Quel genre de problème? Richard hésita, comme s'il pesait combien il devait révéler. Pierre a été marié à ma sœur, Élise. Le mariage s'est terminé amèrement quand nous avons découvert qu'il utilisait des informations privilégiées obtenues par son intermédiaire. Pour ses reportages, depuis lors, il a une vendetta personnelle contre notre famille. La révélation surprit Connie. L'histoire semblait devenir de plus en plus compliquée, avec des couches de relations et de motivations qu'elle commençait à peine à comprendre. Qu'arrivera-t-il maintenant à la Fondation et au traitement de Delphine? Pour l'instant, rien ne change, assura Richard. Le Conseil est préoccupé mais a accepté de maintenir tous les protocoles de traitement en cours pendant que nous gérons la crise médiatique. Il s'approcha d'elle, plaçant ses mains sur ses épaules. « Plus que jamais, Connie, j'ai besoin de votre discrétion absolue. Toute fuite d'informations en ce moment pourrait être catastrophique. » L'intensité de son regard fit que Connie se sentit à la fois importante et piégée. Elle acquiesça lentement. « Vous pouvez compter sur moi, monsieur. » Satisfait de la réponse, Richard recula. « Bien. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une série d'appels à passer. » En sortant du bureau, Connie sentit comme si elle portait un poids encore plus lourd sur ses épaules. Le secret de Richard était maintenant entrelacé avec l'avenir de sa fille d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. 3 jours. Plus tard, alors qu'elle revenait du centre de traitement où Delphine avait reçu sa 2e dose du médicament expérimental, Connie remarqua un homme debout près de l'entrée de son immeuble. Quelque chose dans sa posture, la façon dont il observait attentivement le mouvement dans la rue, attira son attention. Quand elle s'approcha, il se tourna vers elle. « Constance Dubois ?» Connie s'arrêta, se plaçant instinctivement entre l'étranger et Delphine, qui marchait quelques pas derrière. « Qui demande ?»« Je m'appelle Pierre Martin », se présenta-t-il, tendant la main. « Je suis journaliste d'investigation. » Le cœur de Connie s'emballa. L'auteur du reportage sur la Fondation Mercier là devant elle. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », dit-elle rapidement, essayant de passer à côté de lui. « Je sais que vous travaillez au manoir de Richard Mercier », insista Pierre. « Et je sais que votre fille reçoit un traitement expérimental de la Fondation. J'ai vraiment besoin de vous parler. » Delphine regardait de l'un à l'autre, confuse. « Maman, qui est cet homme ?»« Personne d'important, ma chérie. »« Rentrons. » Pierre recula d'un pas, respectant leur espace mais n'abandonna pas. « Madame Dubois, je ne suis pas ici pour causer des problèmes. J'enquête sur des pratiques contraires à l'éthique qui pourraient avoir nui à beaucoup de personnes. Si vous savez quelque chose, s'il vous plaît, envisagez de m'aider. » Il tendit une carte de visite que Connie prit uniquement pour mettre fin à la conversation plus rapidement. « Je peux protéger votre identité, » ajouta-t-il. « Personne ne saura jamais que vous m'avez parlé. »« Je n'ai rien à dire, » répondit fermement Connie, mettant la carte dans sa poche. « Maintenant, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. » Pierre acquiesça, respectant sa décision. « Réfléchissez-y, Madame Dubois. Certaines vérités doivent être révélées, aussi douloureuses soient-elles. » Tandis qu'il s'éloignait, Connie sentit un frisson parcourir son échine. Comment ce journaliste avait-il découvert où elle habitait? Et pire, comment savait-il pour le traitement de Delphine? « Qui était cet homme, maman ?» demanda à nouveau Delphine, une fois qu'elles furent dans l'appartement. « Juste quelqu'un qui cherche des problèmes là où il n'existe pas, » répondit Connie, essayant de paraître détendue. Mais son esprit bouillonnait de questions. Ce soir-là, après que Delphine se fut endormie, Connie sortit la carte de Pierre de sa poche. Outre le téléphone et l'email, il y avait une adresse. Rédaction du journal indépendant, 15 rue de Rivoli, bureau 1508. Quelque chose en elle disait qu'elle devait en savoir plus. Non seulement sur la Fondation et ses méthodes douteuses, mais aussi sur Pierre Martin lui-même et sa connexion avec la famille Mercier.
L'histoire que Richard avait racontée sur lui semblait incomplète, comme s'il y avait des détails cruciaux omis. Prenant une décision soudaine, Connie prit son téléphone portable et envoya un message au numéro sur la carte. « J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Pouvons-nous nous rencontrer demain ?» La réponse vint presque immédiatement. « Café Saint-Germain, 14 h. Venez ?» Seule, en rangeant son téléphone, Connie se sentit partagée entre la peur et la détermination. Elle était sur le point d'entrer dans un territoire dangereux, jouant un jeu dont elle comprenait à peine les règles. Mais quelque chose en elle disait qu'elle devait aller de l'avant, découvrir la vérité complète avant de pouvoir décider de quel côté elle se trouvait réellement. Tout en observant Delphine qui dormait paisiblement, avec une couleur dans les joues qu'elle n'avait pas vue depuis des années, Connie se demandait si elle trahissait la confiance de Richard ou si elle prenait enfin les rênes de sa propre histoire. La ligne entre le bien et le mal n'avait jamais semblé si mince. Le Café Saint-Germain, situé à un carrefour animé du centre de Paris, était le type d'endroit parfait pour des rencontres discrètes. Ni trop plein, au point de rendre une conversation difficile, ni trop vide pour attirer l'attention. Connie arriva 15 minutes avant l'heure convenue, choisissant une table au fond d'où elle pouvait observer l'entrée sans être immédiatement repérée. Ses mains tremblaient, légèrement en tenant sa tasse de café, ses pensées alternant entre détermination et regret. Trahissait-elle Richard en rencontrant Pierre, ou cherchait-elle finalement la vérité complète, une vérité qui pourrait protéger non seulement Delphine, mais aussi d'autres personnes vulnérables? Pierre Martin entra exactement à 14 h, ses yeux attentifs scrutant l'environnement jusqu'à ce qu'il la trouve. C'était un homme de taille moyenne, aux cheveux grisonnants sur les tempes et à la posture qui transmettait l'assurance. Il s'habillait simplement mais avec élégance, pantalon en jean, chemise bleue et un blazer gris qui semblait avoir connu des jours meilleurs. « Madame Dubois, merci d'être venue, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Je sais que vous prenez un risque considérable simplement en étant ici. » Connie étudia le visage du journaliste, cherchant des signes qu'elle pouvait lui faire confiance. « Comment m'avez-vous trouvé? Comment saviez-vous pour le traitement de Delphine, Pierre ?» Sourit brièvement, sans joie. « Je suis la Fondation Mercier depuis des années. Je maintiens le contact avec des employés, d'anciens patients, des personnes qui ont des raisons de se méfier des activités de Richard. C'est Thomas qui vous a parlé ?» La question sembla surprendre Pierre. « Vous connaissez le fils de Richard ?» « Nous nous sommes brièvement rencontrés au manoir, » répondit Connie prudente. « Il a fait des commentaires énigmatiques sur la Fondation. » Pierre acquiesça lentement, comme s'il confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Thomas a une relation compliquée avec son père. Il est fondamentalement en désaccord avec les méthodes de la Fondation, mais il est pris dans une toile de loyauté familiale. Occasionnellement, il partage des informations avec moi, oui, mais toujours avec prudence, pour protéger sa position. Il fit une pause, l'observant attentivement. « Mais ce n'est pas lui qui m'a parlé de vous. C'était une infirmière du centre de traitement, qui a remarqué comment votre fille a reçu un accès prioritaire au nouveau médicament expérimental sans passer par la file d'attente normale. » Connie sentit son visage chauffer. Elle n'avait pas considéré que le traitement préférentiel de Delphine pourrait soulever des soupçons. « Monsieur Martin, Pierre, s'il vous plaît. Pierre, j'ai besoin de mieux comprendre ce qui se passe. Richard m'a dit que vous avez une vendetta personnelle contre lui à cause du divorce avec sa sœur. » Le journaliste fronça les sourcils, semblant véritablement confus. « Divorce ? Élise Mercier et moi n'avons jamais été mariés. » Ce fut au tour de Connie d'être confuse. Mais il a dit clairement que... « Laissez-moi deviner, » interrompit Pierre. « Il vous a raconté que j'étais marié à Élise, que le mariage s'est mal terminé parce que j'utilisais des informations privilégiées obtenues par son intermédiaire et que depuis lors, j'ai une obsession pour détruire la famille Mercier. » Quelque chose comme ça, oui. Pierre secoua la tête, un sourire triste sur ses lèvres. « La vérité est bien différente, Madame Dubois. Élise et moi n'avons jamais été mariés, mais nous étions proches. Elle était ma principale source au sein de la Fondation, parce qu'elle avait découvert ce que son frère faisait et ne pouvait pas vivre avec cela sur la conscience. » Il fit une pause, prenant une gorgée de café avant de continuer. Élise était une scientifique brillante, aussi dévouée que Richard, a trouvé un remède pour le syndrome d'Alpert-Dupont. La différence,
c'est qu'elle insistait pour suivre des protocoles éthiques rigoureux, même si cela signifiait un progrès plus lent. Et qu'est-il arrivé à elle? Une ombre traversa le visage de Pierre. Officiellement, elle a subi un effondrement nerveux après que la fille de Richard, Sophie, soit entrée dans un état végétatif dû à la progression du syndrome. Elle a été internée dans une clinique exclusive en Suisse depuis 15 ans. Et officieusement, Pierre baissa la voix, se penchant plus près. Officieusement, je crois que Richard la maintient isolée parce qu'elle en sait trop. Dans les mois précédant son supposé effondrement, Élise rassemblait des preuves que son frère avait franchi toutes les lignes éthiques possibles dans la recherche du remède. Connie sentit un frisson parcourir son échine. Quel genre de preuves? Des documents montrant que Richard a mené des expériences dans des communautés rurales sans approbation éthique, utilisant des variantes expérimentales du traitement qui étaient potentiellement dangereuses. Des registres de patients qui ont souffert d'effets secondaires graves qui ont été délibérément occultés des rapports officiels. Pierre sortit de la poche intérieure de son blazer une fine enveloppe et la glissa discrètement sur la table. Et plus important encore, des preuves que Richard a manipulé génétiquement des embryons humains, essayant de créer une lignée libre du syndrome. Connie regarda l'enveloppe avec appréhension sans y toucher. « Pourquoi me racontez-vous tout cela ?»« Parce que vous êtes la seule personne actuellement assez proche de Richard pour confirmer ou réfuter ses accusations. Et parce que votre fille reçoit un traitement dont les effets à long terme sont encore inconnus. » La mention de Delphine fit ressentir à Connie une pointe de panique. « Vous dites que le traitement pourrait être dangereux? Je dis que nous ne savons pas. Les résultats publiés ne montrent que les succès, pas les échecs. Et il y a eu des échecs, Madame Dubois. Des patients qui ont connu des réversions temporaires des symptômes, suivies de détériorations rapides et dévastatrices. » Pierre toucha légèrement l'enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvent des copies de rapports internes qui n'ont jamais été rendus publics. Prenez-les, lisez-les et ensuite décidez par vous-même si Richard Mercier est le bienfaiteur. Qu'il prétend être. D'une main tremblante, Connie prit finalement l'enveloppe. Et si je décide que vous avez tort, qu'il essaie vraiment d'aider des personnes comme ma fille, même si ses méthodes sont discutables, alors rendez l'enveloppe et continuez votre vie, répondit simplement Pierre. Je ne vous demande pas de trahir qui que ce soit, Madame Dubois. Je vous offre simplement des informations pour que vous puissiez prendre une décision. Véritablement éclairé. À ce moment, le téléphone portable de Connie vibra avec un message. C'était de Delphine. « Maman, il y a un homme étrange qui observe notre appartement. J'ai peur. » La panique traversa le corps de Connie comme un courant électrique. « Je dois y aller, ma fille. »« Allez-y, » dit Pierre, percevant son inquiétude. « Mais soyez prudente. Maintenant que vous avez commencé à poser des questions, Richard surveille probablement vos mouvements. » Connie mit l'enveloppe dans son sac et se leva précipitamment. Avant de partir, elle se tourna vers Pierre une dernière fois. « Comment puis-je vous faire confiance? Comment savoir que vous n'avez pas vos propres intérêts dans cette histoire ?» Pierre sourit tristement. « Ma fille, Anne-Claire, était l'une des premières patientes à recevoir le traitement expérimental de la Fondation Mercier, il y a 7 ans. Elle avait aussi le syndrome d'Alpert Dupont. L'utilisation du passé ne passa pas inaperçue. Qu'est-il arrivé à elle? Le traitement semblait fonctionner pendant quelques mois. Puis, soudainement, tous les symptômes sont revenus avec une intensité triplée. Elle n'a pas... Pierre déglutit, luttant contre l'émotion. Elle n'a pas eu de chance. La révélation frappa Connie comme un coup de poing dans l'estomac. Soudainement, l'histoire prit une dimension beaucoup plus personnelle, beaucoup plus douloureuse. « Je suis désolée, murmura-t-elle, ne sachant pas quoi dire d'autre. Je ne cherche pas la vengeance, Madame Dubois. Je cherche la justice et la transparence. Pour que d'autres familles puissent prendre des décisions véritablement éclairées sur les risques. » Avec ces mots qui résonnaient dans son esprit, Connie sortit précipitamment du café, le cœur battant d'inquiétude pour Delphine et de confusion face aux révélations contradictoires. Quand elle arriva à l'appartement, il n'y avait aucun signe d'un mystérieux observateur, mais Delphine était visiblement secouée. « Il est resté là au coin pendant presque 1 heure, maman, » expliqua la jeune femme, pointant par la fenêtre. « Juste à regarder notre immeuble, parlant au téléphone, de temps en temps. » À quoi ressemblait-il, ma chérie? Grand, fort, chauve, il ressemblait à un garde, du corps ou quelque chose comme ça. Il avait une petite cicatrice près de l'œil droit. La description fit frissonner Connie.
Elle reconnaissait cet homme. C'était Marc, le chef de la sécurité du manoir Mercier. Richard la surveillait, exactement comme Pierre l'avait prédit. Cette nuit-là, après que Delphine se fut endormie, Connie ouvrit l'enveloppe que Pierre lui avait donnée. À l'intérieur, il y avait des dizaines de pages de rapports internes, d'emails imprimés et de photographies. Au fur et à mesure qu'elle lisait, une image beaucoup plus sombre de la fondation Mercier commençait à se former. Le plus troublant était un rapport détaillant les effets secondaires non divulgués du traitement que Delphine recevait. Parmi 20 patients initiaux de l'étude pilote, 8 avaient connu un revirement dramatique après l'amélioration initiale, développant des complications neurologiques graves. 3 d'entre eux, dont Anne-Claire, la fille de Pierre, n'avaient pas survécu à ces complications. Le cœur lourd, Connie rangea les documents et prit son téléphone portable. Une décision devait être prise et elle ne pouvait plus la reporter. Son doigt plana sur le numéro de Richard pendant quelques secondes avant qu'elle ne change d'avis et compose un autre numéro. « Allô ?» La voix de Thomas Mercier semblait endormie à l'autre bout de la ligne. « Thomas, c'est Connie, la femme de ménage du manoir de votre père. Nous devons parler. » Il y eut un moment de silence surpris avant qu'il ne réponde. « Timing intéressant, Connie. Je pensais aussi que nous devions parler. Retrouvez-moi demain au jardin du Luxembourg, près du musée d'art moderne, à 10h. J. » « Serai, promit Connie, raccrochant ensuite. En regardant sa fille endormie, Connie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il ne s'agissait plus seulement de garder un secret en échange d'argent et de traitement. Il s'agissait de découvrir la vérité complète et de protéger Delphine de possibles conséquences dévastatrices. Une alliance avec Thomas pourrait être sa meilleure chance de naviguer dans le labyrinthe de mensonges et de demi-vérités qui entouraient maintenant sa vie. Mais faire confiance au fils rebelle de Richard représentait aussi un risque énorme, un risque qu'elle était de plus en plus disposée à prendre. Avec cette résolution à l'esprit, Connie s'endormit finalement, rêvant de laboratoires obscurs, d'expériences secrètes et d'un réseau de conspiration qui s'étendait bien au-delà de ce qu'elle aurait jamais pu imaginer lorsqu'elle avait accepté ce simple emploi de femme de ménage au manoir Mercier. Le jardin du Luxembourg respirait la tranquillité en ce samedi matin. Des familles s'éparpillaient sur les pelouses, des enfants couraient après des cerfs-volants colorés et des couples se promenaient main dans la main sous l'ombre accueillante des arbres. Pour Connie, qui avait grandi dans l'agitation périphérique de Belleville, le jardin avait toujours représenté une oasis urbaine, un endroit où elle pouvait momentanément oublier les soucis du quotidien. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque personne qui passait semblait un observateur potentiel, chaque regard dans sa direction une menace possible. La paranoïa s'était installée dans son esprit depuis la rencontre avec Pierre Martin et la découverte qu'elle était surveillée. Près du musée d'art moderne, Connie aperçut Thomas assis sur un banc, nourrissant des pigeons avec des miettes de pain. Habillé décontracté en jean et t-shirt noir, il semblait plus jeune et moins amer que lorsqu'elle l'avait rencontré au manoir. Il y avait une vulnérabilité dans sa posture qui la surprit. « Merci d'être venu, dit-il quand elle s'approcha. J'imaginais qu'après notre première rencontre, vous me considéreriez comme la dernière personne avec qui vous voudriez parler. » Connie s'assit à côté de lui, maintenant une distance respectueuse. Les circonstances ont changé. J'ai découvert des choses qui ont compliqué ma situation. Thomas rit sans humour. « Laissez-moi deviner. Mon père vous a offert une somme absurde d'argent pour garder un sordide secret. » La précision de la supposition laissa Connie momentanément sans voix. « Comment vous... » « Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, » expliqua Thomas, jetant les derniers morceaux de pain aux pigeons. « Mon père a un talent spécial pour identifier les personnes vulnérables qui peuvent être facilement achetées ou manipulées. »« Je ne me sens pas achetée ou manipulée, » protesta Connie, bien qu'une voix intérieure lui chuchota que c'était peut-être exactement ce qu'elle était. « Pas encore, mais c'est juste une question de temps avant que le poids du secret ne commence à vous étouffer. » Il se tourna pour la regarder directement. « Que vous a-t-il dit exactement ?» Connie hésita. Elle était sur le point de franchir une ligne dangereuse en faisant confiance à Thomas. Mais son instinct lui disait qu'il pourrait être un allié précieux. Il m'a parlé de la fondation des tests sur des communautés rurales, de ma grand-mère Antoinette qui a étudié avec lui, du lien entre ma famille et le syndrome d'Alpert Dupont.
Thomas acquiesça lentement. La version éditée alors, suffisante pour justifier le traitement préférentiel pour votre fille, mais pas assez pour vous éloigner complètement. Il y a plus, n'est-ce pas? Demanda Connie, sentant un nœud dans son estomac. Beaucoup plus. Thomas regarda autour de lui, s'assurant que personne à proximité ne pouvait les entendre. Mon père ne vous a pas parlé du projet Renaissance, n'est-ce pas? Connie se souvint du dossier qu'elle avait trouvé dans la chambre d'hôte. J'ai vu quelques mentions de cela dans des documents. De quoi s'agit-il exactement? Thomas respira profondément, comme s'il rassemblait son courage pour aborder un sujet douloureux. Le projet Renaissance a commencé il y a environ 20 ans, quand il est devenu clair que ma sœur, Sophie, avait hérité du syndrome. Initialement, c'était juste une initiative pour accélérer la recherche de traitements conventionnels, mais quand l'état de Sophie s'est rapidement détérioré, mon père est devenu obsédé. Il fit une pause, ses yeux perdus dans des souvenirs lointains. La phase poème du projet impliquait des tests avec des thérapies expérimentales dans des communautés isolées, où le contrôle réglementaire était minimal. C'était contraire à l'éthique, oui, mais au moins nous parlions encore de médecine conventionnelle, bien que risquée. Connie acquiesça, suivant le récit avec une appréhension croissante. La phase 2 a commencé lorsque ces approches ont échoué à sauver Sophie. C'est à ce moment que mon père a franchi la ligne de l'éthique médicale pour quelque chose de beaucoup plus sombre. Il a commencé à explorer la modification génétique d'embryons humains. La révélation confirmait ce que Pierre Martin avait mentionné, mais l'entendre de la bouche du fils de Richard rendait tout cela beaucoup plus réel et effrayant. Vous dites que votre père a créé des bébés génétiquement modifiés? Pas exactement des bébés. Les embryons n'ont jamais été implantés dans des utérus. Il les utilisait uniquement pour la recherche, pour comprendre comment éliminer génétiquement le syndrome. Le problème est que c'est complètement illégal en France, et pratiquement dans le monde entier. Thomas se pencha plus près, baissant encore plus la voix. Mais la véritable obsession de mon père, le cœur du projet Renaissance, est quelque chose d'encore plus ambitieux. Il croit qu'il peut inverser complètement le syndrome grâce à une combinaison de thérapies génétiques avancées et d'un cocktail de médicaments expérimentaux qui reprogramment certaines fonctions cellulaires. C'est ce que Delphine reçoit, ce cocktail expérimental? Une version de celui-ci, oui. Une version que mon père considère comme suffisamment sûre pour des essais humains. Thomas fit des guillemets dans l'air en disant ces mots. Le problème est que la définition de sûr pour Richard Mercier est très différente de la définition utilisée par la communauté médicale. Connie sentit un frisson parcourir son échine. Y a-t-il eu des complications avec d'autres? Patients. Beaucoup. Mon père les considère comme des sacrifices nécessaires pour le progrès scientifique. À nouveau les guillemets dans l'air accompagnés d'une expression de dégoût. C'est pour cela que ma tante Élise s'est finalement opposée à lui. Elle ne pouvait plus continuer à participer à quelque chose qui causait plus de mal que de bien. Pierre Martin m'a dit qu'elle est dans une clinique en Suisse. La mention du journaliste fit Thomas lever les sourcils de surprise. Vous avez rencontré Pierre? Cela explique beaucoup de choses. Oui, officiellement, tante Élise est dans une clinique exclusive traitant un effondrement nerveux. En réalité, elle est essentiellement en résidence surveillée, maintenue isolée pour qu'elle ne puisse pas exposer les expériences de mon père. Vous avez des contacts avec elle? Limités. Nous arrivons à échanger des emails occasionnellement, à travers un système de communication que mon père ne connaît pas. C'est elle qui m'a alerté sur les véritables risques du traitement. Thomas sortit de sa poche un petit appareil électronique, semblable à une clé USB. Ceci contient toutes les données réelles des expériences de la phase 2, y compris les rapports complets sur les effets secondaires. Élise a réussi à copier ces fichiers avant d'être écartée. Il tendit l'appareil à Connie qui le prit avec hésitation. « Pourquoi me donnez-vous cela? Parce que vous devez connaître les risques réels auxquels vous exposez votre fille. Le traitement fonctionne, oui, mais le taux de complications graves est beaucoup plus élevé que ce que mon père admet. Et quand les complications surviennent, elles sont dévastatrices. » Connie tint l'appareil plus fermement, sentant son poids symbolique. « Si tout cela était vrai, pourquoi ne dénoncez-vous pas votre propre père? Pourquoi Pierre Martin ne l'a-t-il pas encore fait ?» Thomas sourit tristement. « Dénoncer sur quelle base? Toute preuve que nous avons a été obtenue illégalement. » La poutre.
Fondation est une forteresse juridique et médiatique. Mon père a des juges, des politiciens et des journalistes dans sa poche. Pierre essaie depuis des années de rassembler suffisamment de preuves pour un dossier solide, mais il se heurte toujours à des obstacles. Il fit une pause, étudiant attentivement le visage de Connie. De plus, il y a une autre complication. Si la fondation est fermée maintenant, qu'advient-il de tous les patients qui dépendent du traitement, y compris votre Delphine? La question frappa Connie comme un coup de poing dans l'estomac. C'était le cœur de son dilemme moral. Comment concilier le besoin de justice avec le besoin désespéré de sauver sa fille? Que dois-je faire, alors? Demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. D'abord, comprenez complètement ce qui est en jeu, répondit Thomas, pointant vers l'appareil dans sa main. Ensuite, nous devons trouver un moyen de garantir que votre fille continue à recevoir un traitement, mais sous surveillance adéquate, avec un suivi rigoureux des éventuels effets secondaires. Et comment faisons-nous cela sans exposer votre père? C'est là le véritable défi. J'ai besoin de plus de temps pour élaborer un plan qui protège les patients et force simultanément mon père à opérer dans des limites éthiques. Thomas se leva, signalant que la rencontre touchait à sa fin. Nous devons être extrêmement prudents maintenant. Mon père se méfie déjà de vous depuis qu'il a vu Pierre rôder autour de votre appartement. Et il se méfie certainement de moi depuis des années. Comment communiquerons-nous? Pas d'appel téléphonique ou de message direct. Il y a une adresse e-mail sur le papier dans cette enveloppe. Il lui remit une petite enveloppe blanche. Utilisez-la uniquement sur des ordinateurs publics, comme dans des cybercafés ou des bibliothèques. Jamais depuis votre téléphone portable ou de chez vous. Connie acquiesça, rangeant l'enveloppe et l'appareil dans son sac. Thomas, pourquoi? Faites-vous cela? Pourquoi risquer tant pour m'aider? Il regarda vers l'horizon où le soleil commençait à disparaître derrière les immeubles de la ville. Parce que je n'ai pas pu sauver ma sœur. Parce que je n'ai pas pu empêcher mon père quand il a commencé à franchir toutes les limites éthiques. Et parce que malgré tout, je crois toujours que le remède pour le syndrome est possible, mais pas au prix de vies innocentes et de souffrances inutiles. Sur ces mots, Thomas s'éloigna, se mêlant rapidement à la foule de visiteurs du jardin. Connie resta assise quelques minutes, absorbant tout ce qu'elle avait appris et considérant ses options. Le son de son téléphone portable la ramena à la réalité. C'était un message de Régine. « Docteur Mercier veut vous voir immédiatement au manoir. Affaire urgente. » Son cœur s'accéléra. Serait-il possible que Richard soit au courant de sa rencontre avec Thomas? Ou pire, aurait-il découvert sa conversation avec Pierre Martin? Les jambes tremblantes, Connie se leva et commença à marcher vers la sortie du jardin. Chaque pas la rapprochait d'une confrontation qui pourrait changer à jamais le cours de sa vie et l'avenir de Delphine. Alors qu'elle attendait le bus qui la conduirait au manoir Mercier, une certitude se cristallisa dans son esprit. Elle ne pouvait plus être simplement une observatrice passive de cette histoire. Elle devait prendre position, faire un choix. L'argent et le traitement pour Delphine étaient tentants, mais à quel prix pour sa conscience? Et plus important encore, à quel risque pour la vie de sa fille? La croisée des chemins était devant elle, et il n'y avait plus moyen de reporter la décision. Le chemin qu'elle choisirait maintenant déterminerait non seulement son avenir, mais potentiellement l'avenir de nombreux autres patients dont les vies étaient entre les mains de Richard Mercier et de son controversé projet Renaissance. Le ciel de Paris menaçait de pleuvoir lorsque Connie monta la rampe d'entrée du manoir Mercier. De lourds nuages planèrent sur la ville, comme si l'univers lui-même préparait la scène pour la confrontation qui était sur le point de se produire. Les mains de Connie tremblaient légèrement, tandis qu'elle appuyait sur la sonnette. L'appareil que Thomas lui avait donné caché dans un compartiment secret de son sac. Régine ouvrit la porte avec une expression tendue, évitant de regarder directement dans les yeux de Connie. « Il est dans le laboratoire du sous-sol », informa la gouvernante à voix basse. « Il a demandé que vous descendiez dès votre arrivée. » Le laboratoire, mais je pensais que c'était une zone restreinte. Régine haussa simplement les épaules, comme pour dire que les règles n'importaient plus. Utilisez l'ascenseur privé au bout du couloir. Le code est 1958. L'année de naissance de Richard, pensa Connie. Un détail qu'elle connaissait uniquement parce qu'elle avait nettoyé des documents personnels dans son bureau. Il était surprenant de voir comment de petits fragments d'informations, apparemment insignifiants, pouvaient se devenir cruciaux dans des moments comme celui-ci. L'ascenseur privé était discret,
caché derrière un panneau qui ressemblait au mur. En entrant le code, les portes s'ouvrirent silencieusement, révélant une cabine élégante, revêtue de bois noble et de miroirs. Connie entra, sentant son cœur s'accélérer tandis que l'ascenseur descendait doucement vers les domaines souterrains de Richard Mercier. Quand les portes s'ouvrirent à nouveau, elle se retrouva dans un environnement qui contrastait dramatiquement avec le luxe traditionnel du manoir au-dessus. Le laboratoire était ultra-moderne, avec des murs blancs immaculés, des équipements de pointe et des lumières froides qui conféraient à l'espace une atmosphère presque clinique. Sur l'un des murs, d'énormes écrans affichaient des séquences d'ADN et des graphiques complexes. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix de Richard vint de derrière elle, la faisant se retourner rapidement. Il portait une blouse blanche sur des vêtements décontractés, un look qui le rendait plus semblable au jeune étudiant en médecine de la vieille photographie qu'au puissant homme d'affaires qu'elle avait rencontré. « Docteur Mercier, Régine a dit que vous vouliez me voir d'urgence. »« En effet, » confirma-t-il, lui indiquant de le suivre dans un couloir latéral. « J'ai des nouvelles concernant le traitement de Delphine et quelques questions pour vous. » Le ton était amical, mais Connie perçut un léger tremblement dans sa voix, une tension sous-jacente qui n'était pas présente dans leurs interactions précédentes. Ils entrèrent dans une pièce plus petite qui semblait être un bureau à l'intérieur du laboratoire. Les murs étaient couverts de diplômes, de certificats et de photographies, beaucoup d'entre elles montrant Richard avec des figures éminentes de la science et de la politique. Sur une étagère au fond, une rangée de flacons contenant le même médicament que Delphine prenait. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit-il, indiquant une chaise face à son bureau. Après que Connie se fut installée, il resta debout, s'appuyant sur le bord du bureau. D'abord, les bonnes nouvelles. Les derniers examens de Delphine montrent une amélioration significative de la fonction neurologique. La régénération des nerfs périphériques progresse plus rapidement que prévu. « C'est merveilleux, répondit Connie sincèrement, ressentant une vague de soulagement. En effet, elle répond au traitement exactement comme nous l'espérions. Richard fit une pause, étudiant attentivement le visage de Connie. Ce qui m'amène à la question. Pourquoi essayez-vous de saboter ce progrès? L'accusation prit Connie par surprise, bien qu'une partie d'elle s'attendît déjà à quelque chose de ce genre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non? Richard prit une tablette sur le bureau et la tourna vers elle. Sur l'écran, une image de caméra de sécurité montrait clairement Connie en conversation avec Pierre Martin au café. Peut-être que ceci aidera votre mémoire. Connie sentit son sang se glacer, mais elle garda son sang-froid. Je ne sabote rien, docteur Mercier. Je cherche simplement des informations. Des informations. Sa voix monta d'une octave. Pierre Martin est un sensationnaliste qui a une obsession malsaine avec mon travail. Toute information qu'il vous a fournie est au mieux déformée et au pire, complètement fabriquée. Comme vos histoires sur son mariage avec votre sœur. La question frappa Richard comme une gifle. Il cligna des yeux plusieurs fois, momentanément déstabilisé. Je vois qu'il a été créatif avec ses récits. En fait, docteur Mercier, il semble que ce soit vous qui avez été créatif avec les récits. Connie se redressa sur sa chaise, sentant un courage qu'elle ne savait pas posséder. Je sais pour le projet Renaissance, je sais pour les expériences avec des embryons humains, je sais pour les patients qui ont souffert de complications dévastatrices après l'amélioration initiale. Richard la fixa en silence pendant quelques secondes, son visage un masque indéchiffrable. Puis, étonnamment, il sourit. Thomas aussi. Je présume. Mon fils a toujours eu un talent particulier pour trouver des alliés dans des endroits inattendus. Il marcha lentement jusqu'à un petit réfrigérateur dans le coin de la pièce, d'où il sortit 2 bouteilles d'eau. Il en offrit une à Connie, qui refusa d'un geste. « Elle n'est pas empoisonnée, vous savez », commenta-t-il avec ironie, ouvrant sa bouteille et prenant une longue gorgée. « Malgré ce que Pierre et Thomas ont pu vous dire, je ne suis pas un méchant de dessin animé. Alors dites-moi la vérité, docteur Mercier. Toute la vérité sans demi-mot ni manipulation. » Richard l'observa un moment comme s'il reconsidérait son évaluation initiale d'elle. Finalement, il acquiesça. « Très bien. La vérité complète, alors. » Il s'assit dans son fauteuil, face à Connie. « Oui, le projet Renaissance va au-delà des limites conventionnelles de l'éthique médicale. Oui, nous avons réalisé des expériences avec des embryons humains. Oui, il y a eu des patients qui ont souffert de complications graves, y compris la fille de Pierre.
Il fit une pause, ses yeux ne quittant jamais ceux de Connie. Mais ce que Pierre et Thomas ne vous ont pas dit, ou peut-être ne comprennent-ils pas complètement, c'est le contexte plus large. Le syndrome d'Alpert Dupont n'est pas seulement une maladie rare qui affecte quelques dizaines de familles. C'est la pointe de l'iceberg d'une catégorie entière de maladies neurodégénératives qui partagent des mécanismes similaires. Richard se leva à nouveau, incapable de contenir l'énergie qui semblait émaner de lui quand il parlait de son travail. Les avancées que nous avons faites ici ont des implications pour les traitements de conditions comme Alzheimer, Parkinson et SLA. Nous parlons de potentiellement sauver des millions de vies, pas seulement quelques dizaines. Au prix de vies comme celle de la fille de Pierre, questionna Connie. Des pertes tragiques, mais inévitables sur le chemin du progrès scientifique, répondit Richard avec une froideur qui fit frissonner Connie. Pensez-vous que les grandes découvertes médicales de l'histoire sont venues sans sacrifice, sans risque, sans erreur en cours de route? Cela ne justifie pas de mentir aux patients sur les risques. Nous ne mentons pas. Nous sélectionnons les informations. Si nous disions à chaque patient chaque complication possible, aussi rare soit-elle, personne n'accepterait le traitement. Et alors tous souffriraient. Il y avait une logique perverse dans son raisonnement, reconnut Connie. Une logique qui privilégiait le bien du plus grand nombre sur le bien individuel, le futur sur le présent. Et votre sœur, Élise, elle aussi est un sacrifice inévitable? La mention de la sœur sembla finalement briser la façade contrôlée de Richard. Son expression se tordit en un mélange de douleur et de colère. Élise a fait son choix. Elle savait que notre travail était trop important pour être interrompu par des scrupules conventionnels. Quand elle a menacé de tout exposer, je n'ai pas eu le choix. Il y a toujours un choix, répondit doucement Connie. Vous avez choisi votre chemin, tout comme votre sœur a choisi le sien. Richard secoua la tête, comme s'il essayait d'éloigner des pensées désagréables. Nous nous écartons du sujet principal, Connie. La question est, que comptez-vous faire maintenant? Continuer à écouter les mensonges de Pierre et les distorsions de Thomas? Ou rester à mes côtés, garantissant que Delphine reçoive le meilleur traitement possible? C'était la question. Qu'elle évitait depuis le début, le dilemme qui la consumait intérieurement. Et si je ne voulais pas choisir un camp? Et si je croyais qu'il existe une voie intermédiaire? Richard fronça les sourcils confus. Quelle voie serait-ce? Une voie où le traitement reste disponible pour ceux qui en ont besoin, mais avec une transparence totale sur les risques. Où les avancées scientifiques n'ont pas besoin d'être conquises au prix de vies innocentes ou de l'exploitation de populations vulnérables. Elle se leva, se sentant soudainement plus forte, plus déterminée. Docteur Mercier, vous n'avez pas besoin d'être le méchant de cette histoire. Vous pouvez être le héros, le scientifique brillant qui non seulement a découvert un traitement révolutionnaire, mais qui a aussi eu le courage d'admettre ses erreurs et de corriger son cap. Quelque chose dans l'expression de Richard changea. Une étincelle de reconnaissance, peut-être même d'espoir. Que proposez-vous exactement? Un partenariat, répondit Connie, se surprenant elle-même par l'audace de la proposition. Entre vous, Thomas, Pierre et moi. Vous? Richard ne put cacher sa surprise. Et qu'apportez-vous à ce supposé partenariat? La perspective que vous avez tous perdue en chemin. La vision de quelqu'un qui n'est pas aveuglé par l'ambition scientifique, le ressentiment personnel ou la rébellion juvénile. Quelqu'un qui voit à la fois la souffrance individuelle et le potentiel collectif de votre travail. Connie s'approcha du bureau y appuyant ses mains et regardant Richard directement. De plus, j'apporte les 100 000 € que vous m'avez donnés, de l'argent que j'ai l'intention d'utiliser pour créer une association de patients atteints du syndrome. Un groupe qui puisse représenter leurs intérêts, garantir qu'ils soient traités avec dignité et qu'ils reçoivent des informations complètes sur les traitements. La proposition flotta dans l'air entre eux, chargée de possibilités et d'incertitudes. Pendant un long moment, Richard se contenta de la fixer, son visage un masque indéchiffrable. Puis, lentement, un sourire sincère, peut-être le premier que Connie voyait sur son visage, commença à se former. « Vous êtes bien plus que ce que vous paraissez, Constance Dubois, dit-il finalement. Quand Régine m'a dit qu'il y avait quelque chose de spécial en vous, je n'imaginais pas que ce serait cela. Alors vous acceptez ma proposition? Je ne sais pas si c'est possible exactement comme vous le décrivez. Il y a des complications,
Des intérêts en jeu, des engagements établis. Il y a toujours des complications, répondit Connie, lui renvoyant ses propres paroles. La question est, êtes-vous prêt à essayer? Avant que Richard ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Thomas entra, suivi de Pierre Martin, et à la surprise de Connie, Régine. « Je crois que nous arrivons juste à temps, » dit Thomas, regardant de Connie à son père. « Apparemment, vous aviez une conversation intéressante. »« Thomas ?» Richard salua son fils d'une voix contrôlée. « Je vois que vous avez décidé d'amener des renforts. »« En fait, » intervint Régine, « c'est moi qui les ai appelés. Il est temps de mettre fin à ce jeu de secret et de manipulation, docteur Mercier. Pour Élise, pour Sophie et pour tous les patients qui dépendent de votre travail. » Connie regarda la gouvernante avec un respect renouvelé, réalisant qu'il y avait beaucoup plus dans cette femme discrète qu'il n'y paraissait. « Régine a raison, » dit Pierre, avançant dans la pièce. « Richard, je ne suis pas venu ici pour détruire votre travail ou votre réputation. Je suis venu parce que je crois qu'il y a encore une chance de faire les choses correctement. » « Correctement », répéta Richard amèrement, comme s'il était si simple de définir ce qui est correct quand il s'agit de sauver des vies. « Peut-être que ce n'est pas simple, » intervint Connie, « mais il est certainement possible de trouver un meilleur équilibre que l'actuel. » Un silence pesant tomba sur la pièce, comme si tous traitaient la signification de ce moment crucial. Finalement, ce fut Thomas qui rompit le silence. « Père, Sophie a complété 15 ans en état végétatif le mois dernier. 15 ans pendant lesquels vous avez laissé votre obsession pour le remède vous transformer en quelqu'un qu'elle ne reconnaîtrait pas. Quelqu'un que tante Élise ne reconnaît pas. » La mention de sa fille et de sa sœur sembla finalement pénétrer les défenses de Richard. Ses épaules s'affaissèrent légèrement et pendant un bref moment, Connie entrevit l'homme derrière la façade, un père dévasté par l'état de sa fille, un frère qui avait trahi la confiance de sa sœur, un scientifique qui avait commencé avec les meilleures intentions et s'était perdu en chemin. « Que voulez-vous exactement ?» demanda-t-il finalement, sa voix plus douce, presque vaincue. « Une transparence complète sur les risques du traitement pour tous les patients, » commença Pierre. « Une compensation adéquate pour les familles qui ont subi des pertes ou des dommages. Une révision indépendante de tous les protocoles de recherche de la Fondation, » continua Thomas. Et la fin immédiate de toute expérimentation avec des embryons humains. Le retour d'Élise en France avec des garanties qu'elle pourra travailler librement à la Fondation, ajouta Régine. Et la création de l'association de patients, compléta Connie. Un groupe ayant une voix active dans les décisions de la Fondation, surtout en ce qui concerne les nouveaux traitements et tests. Richard regarda chacun d'eux, son visage un mélange d'émotions complexes, résistance, résignation et étonnamment, un certain soulagement, comme si un poids était soulevé de ses épaules. « Et si je refuse ?»« Alors Pierre publie tout, » répondit simplement Thomas. « Non pas parce que nous voulons te détruire, père, mais parce que la vérité doit sortir d'une façon ou d'une autre. » Et les patients? Qu'advient-il d'eux pendant que la Fondation fait face à des enquêtes et des procès? C'est exactement pourquoi nous sommes ici en proposant une solution négociée, expliqua Connie. Pour garantir que le traitement reste disponible, même pendant la transition vers un modèle plus éthique et transparent. Richard se leva et marcha jusqu'à la fenêtre artificielle du laboratoire souterrain, qui affichait un paysage numérique du jardin au-dessus. Pendant de longues minutes, il resta silencieux, contemplant ses options. Quand il se retourna enfin, il y avait une nouvelle détermination dans son regard. « J'aurais besoin de garanties, des documents juridiques, des accords détaillés. » « Bien. Sûr, acquiesça Pierre, j'ai une avocate de confiance qui peut médier le processus. Et je veux Connie au conseil de la Fondation, » ajouta Richard, surprenant tout le monde. Comme représentante des patients et comme ma conscience personnelle, puisque j'ai apparemment perdu la mienne en chemin. Connie ressentit une vague d'émotion l'envahir, non seulement pour la confiance inattendue, mais pour la perception qu'ils étaient vraiment au seuil de quelque chose de transformateur. « J'accepte, à condition que je puisse continuer à être simplement Connie, la femme de ménage qui observe tout et n'a pas peur de dire la vérité, même aux puissants. » Richard sourit, un sourire sincère qui illumina son visage fatigué. « Je crois que c'est exactement ce dont nous avons tous besoin. » 3 mois plus tard, l'auditorium de la Fondation Mercier était bondé pour le lancement officiel de l'association Alpère Dupont de patients et familles.
Sur scène, Connie, vêtue avec simplicité mais avec une dignité qui impressionnait, discourut devant un public ému. Ce qui a commencé comme un secret obscur s'est transformé en un voyage de transparence et d'espoir, disait-elle, sa voix ferme résonnant dans la salle. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'avancée scientifique qui sauve des vies, mais aussi l'engagement envers l'éthique, la vérité et le respect de la dignité de chaque patient. Au premier rang, Delphine, marchant désormais sans difficulté et les yeux brillants de santé, souriait fièrement à sa mère. À ses côtés, Thomas applaudissait avec enthousiasme, tandis que Pierre Martin prenait des notes pour son prochain. Ce reportage, cette fois sur la transformation positive de la Fondation Mercier. Plus loin, presque inaperçue dans la foule, se trouvait Régine, observant tout avec un sourire discret de satisfaction. Et dans le coin de l'auditorium, légèrement à l'écart des autres, Richard Mercier suivait l'événement avec une expression sereine qu'il n'avait pas montrée depuis des années. Le même jour, à des milliers de kilomètres de là, un avion, privé décollait de Suisse, ramenant Élise Mercier en France après 15 ans d'exil forcé. Sur ses genoux reposait un dossier contenant ses découvertes les plus récentes, des avancées qui, combinées avec le travail de son frère, pourraient enfin mener à la guérison complète du syndrome. Ce qui avait commencé comme un accord, sombre entre un millionnaire et une femme de ménage, s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, une alliance pour la vérité, l'éthique et l'espoir. Une preuve que, même dans les circonstances les plus improbables, des personnes de mondes complètement différents pouvaient s'unir pour une cause commune. Et pour Connie, qui était entrée au manoir Mercier, cherchant simplement un meilleur salaire, le voyage représentait quelque chose de plus profond encore, la découverte de sa propre voix et de son pouvoir. La femme de ménage qui observait silencieusement était devenue la voix de ceux qui ne pouvaient pas parler